Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo où je vais vous parler de mes lectures récentes. Le premier livre c'est Kim Ji-young, né en 1982 de Cho Nam-joo. C'est un roman qui a eu beaucoup de succès à sa sortie en Corée du Sud et dont on a pas mal entendu parler en France, notamment via Instagram. Il raconte l'histoire en fait d'une coréenne un petit peu banale, puisque le prénom Kim c'est celui qui a été le plus donné en 1982. Et on suit en fait son destin. Elle grandit à la fin de la dictature en Corée et ce qu'on voit en fait c'est que avant sa naissance, pendant son enfance et pendant sa vie de femme adulte puis mariée, toutes les inégalités de genre qu'elle subit, puisque la société en fait met plein de petits cailloux sur le chemin des femmes qui les empêchent de vraiment s'épanouir à tout point de vue. On constate donc que l'égalité des droits en fait elle y est à peu près, mais dans les faits en fait dans la société c'est totalement inégalitaire et en défaveur des femmes. On le voit notamment dans l'enfance, puisque les petits garçons sont largement privilégiés par leur famille par rapport aux filles, mais aussi à l'école. On voit la discrimination qu'elles subissent au travail, à l'école, etc. Le manque d'estime en fait que la société a pour leur travail, mais aussi la prédation sexuelle qu'elles doivent vivre, notamment par le biais du phénomène de molka, c'est-à-dire les caméras espions, qui est un phénomène visiblement extrêmement répandu en Corée du Sud. C'est un véritable phénomène de société malheureusement, dont la plupart des victimes en fait sont des femmes. On voit aussi en fait dans ce livre qu'il y a une forme de... un manque de sororité en fait entre femmes, y compris dans la famille, où les femmes ne communiquent pas du tout entre elles leurs difficultés, et lorsqu'elles ont connaissance des difficultés, en fait il n'y a pas du tout d'aide qui est donnée par les autres femmes de la famille. Au contraire, les femmes perpétuent ce système inégalitaire. C'est par ailleurs, il faut le noter quand même, un des très rares livres que j'ai lus dans ma vie qui parle de manière réaliste du monde du travail. C'est quelque chose que je déplore très souvent. Je trouve que beaucoup d'écrivains ne dépeignent pas de manière réaliste le monde du travail, ou alors ils en ont une vue assez ancienne, comme si en fait on était toujours à l'époque de Zola, et autant il y a des situations à la Zola qui existent encore maintenant, autant moi la plupart du temps ce que je peux vivre en fait au travail, le quotidien de qu'est-ce que c'est le travail, je le retrouve pas du tout en littérature. Et là on voit le fonctionnement du monde de l'entreprise, et vraiment j'ai trouvé que c'était très réaliste, donc je le salue parce que ça me manque souvent dans la littérature contemporaine qu'on parle de manière réaliste du monde du travail. C'est un roman qui a fait polémique en fait à sa sortie en Corée quand il est sorti. Il a eu énormément de succès, plus que ce à quoi s'attendait en fait l'autrice. Il y a beaucoup de femmes qui ont dit qu'elles se reconnaissaient complètement en fait dans le destin de Kim Ji-young. Il y a des stars de la K-pop qui ont indiqué l'avoir lu, qui l'ont apprécié, enfin voilà, il y a beaucoup de personnalités publiques qui en ont parlé. Mais évidemment, comme d'habitude sur les sujets féministes, il y a un effet de backlash, c'est-à-dire un retour de bâton. Donc c'est un livre qui a été accusé de misandrie. Alors vraiment je vois pas en quoi parler des inégalités de genre c'est de la misandrie, mais bon, il y a des logiques qui m'échappent. Il y a eu des campagnes de harcèlement en ligne contre des personnalités qui avaient indiqué l'avoir lu, et il y a même eu une campagne de financement participatif lancée par un groupe masculiniste pour écrire une parodie de ce livre, pour parler du sexisme inversé que vivraient les hommes. Il a été adapté en film, l'adaptation filmique a eu énormément de succès, mais pareil, il y a eu des campagnes sexistes contre cette adaptation cinématographique. L'autrice Cho Nam-joo, elle est née en 1978, elle était sociologue et elle a été obligée d'arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants, exactement ce qui se passe pour l'héroïne Kim Ji-young, et elle a été très frustrée en fait de ne pas pouvoir continuer en fait à s'accomplir professionnellement, socialement, etc. Et donc elle a écrit ce livre pour en parler, pour parler de ce destin qu'on lui a assigné. Donc en fait c'est un livre qui, disons, romance un constat un peu sociologique et féministe. Il a une particularité, c'est que de temps en temps, je crois que c'est le cas peut-être 4-5 fois dans le livre, l'autrice en fait s'arrête dans l'histoire et nous donne pendant 3-4 lignes des chiffres en fait pour appuyer son propos. Donc là il y a une mise à distance du récit et on passe plutôt sur un mode essai, ou en tout cas travail scientifique. J'en avais entendu parler avant de le lire, je sais que ça a gêné certains lecteurs et lectrices, moi ça m'a pas du tout gêné en fait.
J'ai trouvé que au contraire ça permettait vraiment de comprendre complètement quelque chose. Par exemple à un moment elle dit, parce qu'on se dit bon bah l'héroïne elle est obligée d'arrêter de travailler, mais au fond ça veut dire qu'elle aura plus de temps pour s'occuper d'elle. Et en fait elle montre chiffre à l'appui que une femme qui travaille et qui a des enfants et une femme qui s'arrête de travailler pour s'occuper des enfants, en fait elle ne gagne que un quart d'heure de temps pour elle de plus par jour. Donc en fait c'est pas du tout, on prend pas du tout plus soin de soi quand on s'arrête de travailler en tant que femme. En tout cas, c'est le constat qu'elle fait dans ce livre. Donc voilà, moi cette insertion de chiffres, elle m'a pas du tout gênée, mais ça peut en gêner d'autres. Bon, c'est un livre dont on a beaucoup parlé, moi que j'avais beaucoup vu passer sur Instagram. Je l'ai acheté, il avait l'air très très bien, et voilà, j'avais envie de le découvrir, mais je sais pas, je m'étais dit, peut-être parce on en avait beaucoup parlé, il avait l'air d'être un peu à la mode, je m'étais dit bon, à mon avis ça sera bien, mais ça va pas me transcender. Et j'ai adoré en fait. Voilà, j'ai trouvé ça génial. J'étais complètement prise dedans, ça a été mon premier coup de cœur de l'année, et donc voilà, juste génial. Je dirais pas que c'est le livre du siècle, mais en fait il met des mots sur des expériences féminines, des expériences qu'on fait en fait en tant que femme, et c'est super. Voilà, donc je le recommande largement si vous l'avez pas lu. Moi c'était un petit bonheur en fait à lire, même si c'est sur des sujets pas marrants, mais vraiment j'ai adoré ce livre. Donc je vous le conseille vraiment à 100%. C'est Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-joo. Le livre suivant que je vais vous présenter, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo des meilleures lectures 2023, c'est Je chante et la montagne danse d'Irene Sola. C'est le deuxième roman d'une autrice catalane qui avait déjà écrit de la poésie. Elle est elle-même fille d'éleveur, elle a grandi non pas dans les Pyrénées comme on pourrait le penser, puisque ici ça se passe dans les Pyrénées, mais en fait elle a grandi en plaine, en Catalogne, près de la ville de Vic, ou je sais pas comment il faut le prononcer. Et pour ce roman, elle a obtenu le prix de littérature de l'Union européenne. Elle raconte ici le destin d'une famille qui vit en fait dans un petit village des Pyrénées à travers un roman choral qui mêle en fait la voix des humains, des animaux, des plantes et même de la montagne. On sait pas toujours si c'est les vivants ou les morts qui parlent parce que parfois il y a des esprits en fait qui prennent la parole. Donc on croise des divinités locales, on croise aussi des fantômes de la retirada. Donc la retirada c'est un mouvement de réfugiés espagnols arrivant en France et fuyant la guerre civile espagnole. D'ailleurs je me suis un peu emballée dans la vidéo où j'en parlais, parce que je crois que j'ai dit qu'il y avait jusqu'à 500 000 réfugiés par jour qui arrivaient en France. Bon, je crois que c'était plutôt 500 000 en l'espace de quelques jours, ce qui est déjà assez énorme, il faut le dire, mais voilà. Je suis désolée d'avoir donné une mauvaise information. C'est une écriture qui est très incantatoire, qui est beaucoup basée sur des impressions, ce qui en général m'agace un peu en fait en littérature, parce que tout le monde fait ça. Mais en général, et c'est le cas ici aussi, ça donne vraiment des super atmosphères, de très très belles écritures, et ici ça vraiment c'était très bien, c'était extrêmement bien écrit. Ça m'a happé dès le début en fait cette écriture. On arrive quand même à avoir accès à l'intériorité des personnages, on arrive quand même à se situer en fait dans l'histoire, donc ça c'est vraiment très appréciable. Moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. Même si je venais notamment pour la dimension un peu folklorique, et elle n'était pas si présente que ça, donc c'était une petite déception de ma part. Mais c'était quand même une très bonne lecture. J'ai trouvé que c'était bien construit, l'intrigue elle était bien menée, c'était original, c'était prenant, donc franchement je le conseille, c'est vraiment un très très beau livre. Donc c'est Je chante et la montagne danse d'Irene Sola. Le livre suivant c'est Le restaurant de l'amour retrouvé d'Ogawa Ito. C'est une autrice japonaise qui est très en vogue actuellement, qui écrit des livres, des fois j'ai entendu parler du terme tranche de vie, mais moi je l'assimilerais plutôt en fait à de la littérature un petit peu feel good, et actuellement voilà, il y a beaucoup de livres comme ça feel good japonais qui sont publiés et qui rencontrent du succès, et elle fait partie des auteurs dont on entend le plus parler dans ce genre là. D'ailleurs si ça vous intéresse un petit peu de savoir d'où vient
voilà, d'où vient ce mouvement. En fait, c'est Jeannot Ce Livre qui a fait une vidéo qui était assez intéressante sur le sujet. Le principe, en fait, dans ces littératures, c'est que ça célèbre un petit peu les petites choses, les plaisirs de la vie, la contemplation de la nature. Et en fait, c'est en opposition d'une vie en ville qui serait rejetée parce que trop centrée sur le travail, sur la rentabilité, finalement sur le côté un peu stérile du capitalisme, disons. L'histoire, c'est celle de Rinko, qui est une jeune femme qui en fait vit un choc traumatique un jour en rentrant de chez elle, puisque son compagnon, en fait, est parti, et il est parti avec toutes ses affaires. Donc elle retrouve son appartement intégralement vide, elle ne possède plus que les vêtements qu'elle a sur elle et son sac à main qu'elle avait pris au travail, et donc elle en perd l'usage de la parole, et elle part en fait se réfugier chez sa mère, avec qui elle a toujours eu des relations assez complexes. Elle n'a pas vu sa mère depuis 15 ans, je crois, et donc avec l'aide de sa mère, elle va monter, enfin sa mère lui prête des fonds, elle va monter en fait un restaurant où en fait elle va mettre tellement d'amour dans la préparation de la cuisine, dans le choix du menu pour contenter les personnes, qu'en fait ça va avoir un effet, les gens disent un peu magique, mais il n'y a pas du tout d'aspect magique. C'est voilà, c'est les gens en fait se réconcilient, tombent amoureux. Donc ça, c'est l'histoire. C'est un livre pour lequel j'ai éprouvé en fait un grand ascenseur émotionnel, en fait en 3 parties qui correspondent à peu près en fait aux 3 parties du livre, disons les 3 tiers. Alors le premier, en fait ça m'a un peu ennuyée parce que je me suis dit en fait ça va être cliché. Je voyais l'histoire arriver en mode alors elle vit un choc traumatisant qui a un impact sur sa santé, elle retourne aux sources, ce qui lui permet en fait de prendre du recul et de savourer les petits plaisirs de la vie, et donc ça la guérit. Et en fait c'est un, je sais pas comment on dit, un trope qu'on retrouve en littérature actuelle que je trouve voilà, assez cliché en fait. J'avais pas été trompée sur la marchandise, hein, c'est vraiment comme ça que c'est expliqué sur le 4e de couverture, mais voilà, au début je me suis dit bon, ça va pas être ouf. Et en fait, le 2e tiers, je me suis prise au jeu et j'ai bien aimé parce que là, on entre dans l'aspect culinaire qui m'a beaucoup plus plu. Donc voilà, on entre dans ces saveurs, ce choix des aliments, etc. Et je me suis dit, ah bah finalement, c'est bien. Et puis, le 3e tiers est voilà, complètement choquant, et donc il en résulte que c'est une des pires lectures que j'ai faites de l'année. Je vais vous expliquer en quoi rien ne va dans la fin de ce livre, donc je vais être obligée de spoiler, donc si vous ne voulez pas que je vous spoil, n'hésitez pas à passer au chapitre suivant. Juste sachez que je ne recommande pas sa lecture, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais je ne recommande pas sa lecture. Mais si ça vous en fichait d'être spoilé, alors, moi je suis gênée par beaucoup de choses dans cette lecture. Gênée est un euphémisme. Il y a une scène qui est choc. Je sais pas si on peut dire choquante, mais une scène choc. Il y a une scène d'abattoir, c'est-à-dire qu'il y a un cochon qui est tué, et on a tout le détail de tout ce qui est fait au cochon pendant 5 pages, donc c'est très dur à lire, c'est très difficile notamment si on est végétarien, mais pas que d'ailleurs, mais en fait c'est choc, mais ça n'est pas choquant. Je ferai la distinction parce que, en fait, à un moment c'est aussi la réalité de la chose. Voilà, à un moment, si on mange du jambon, il faut savoir comment est tué le cochon en question. C'est impressionnant à lire, mais finalement ça m'a pas tant choqué que ça, mis à part que les personnages disent ah ouais, on fait en sorte que le cochon il souffre pas. Oui, enfin en fait ils se rendent compte que le cochon il a quand même souffert, donc bon. Et en fait le problème c'est pourquoi est-ce que ce cochon est tué. Ce cochon est tué parce qu'il appartient à la mère de Rinko, c'est son animal de compagnie, et la mère de Rinko, alors là je suis dans le spoil total, hein, la mère de Rinko va mourir d'un cancer. Et donc en fait, en toute logique, on dit « Ah, le pauvre cochon, il va pas supporter la mort de sa maîtresse, donc après tout, pourquoi ne le tuerions-nous pas? Après tout, c'est normal, c'est lui rendre service, c'est lui éviter d'être triste. Et en plus... Après tout, puisque la mère va se marier juste avant de mourir,
eh ben on n'a qu'à faire de la charcute pour tous les invités du mariage. Mais quelle idée brillante! Bravo! Donc en fait, le cochon ne peut pas vivre sans son maître ou sa maîtresse? Il y a un truc que je comprends pas. Alors j'y ai pas pensé pendant ma lecture, mais j'y ai pensé en préparant la vidéo. En fait, ça m'a fait penser aux femmes qu'on brûlait sur des bûchers en Inde. Alors je crois qu'on le fait plus maintenant, mais ça s'est fait jusqu'à il y a pas très très longtemps. Des femmes, quand elles devenaient veuves, on disait, bah, après tout, tu vas mourir sur le bûcher funéraire de ton mari. Donc tu n'as pas le droit de vivre, en fait, si ton mari meurt. Et donc en fait, je me suis dit, on trouve ça choquant pour des femmes en Inde, mais par contre, on trouve pas ça choquant pour un cochon. Donc moi, il y a un truc que je comprends pas, mais voilà. Mais ça m'est pas venu à la lecture, ça m'est venu juste plus tard. Mais en fait, je trouve que c'est une vision hyper toxique, en fait, de l'animal, qui en fait, n'a pas le droit de survivre à son maître ou sa maîtresse. Je sais pas si vous le voyez, mais là, il y a mon chat. Je peux vous assurer que mon chat, il sera pas découpé en saucisson après ma mort, hein. C'est pas possible. C'est hors de question que ma famille me fasse ça. Donc je te fais la promesse, mon chéri, hein, mon Hadzo, que tu ne seras pas tué après ma mort, tu continueras à avoir une belle vie si tu es encore vivant à ce moment-là. Bref, parenthèse humoristique fermée. S'il n'y avait que ça à la limite, on se dirait waouh, c'est très très bizarre, mais après tout, le reste du livre est pas mal. Et en fait, il y a une autre morale qui, moi, m'a mise à terre et avec laquelle je suis pas du tout d'accord, et c'est pas la première fois que je la croise en littérature japonaise. C'est que, je vous disais, relation complexe entre Rinko et sa mère. Il se trouve que la mère de Rinko a pas été terrible en fait avec sa fille. Elle l'a élevée sans grande affection. C'est un personnage un peu, voilà, un petit peu haut en couleur, la mère. Elle lui a donné un nom qui, je crois, veut dire bâtarde, un truc comme ça. Elle l'a eu dans des conditions un peu bizarres. Bon, je sais pas si c'est très scientifiquement possible la façon dont elle l'a eu, mais peu importe. C'est quand même une mère qui a, moi je pense, a pas été une très bonne mère. Et d'ailleurs, l'héroïne le dit au début, elle dit ouais, je l'aime pas, etc. Mais en fait, à partir du moment où la mère a un cancer, et on est désolé pour elle, alors là, l'héroïne se dit oh, mais en fait, il faut que je me réconcilie avec ma mère, et donc, en fait, ma mère, je l'adore, et je vais tout faire en sorte pour l'honorer. Donc, en fait, là, je comprends le souhait de réconciliation avant la mort de sa mère, c'est très bien, mais en fait, la morale qui est donnée à cette histoire, c'est peu importe que vos parents aient été nuls avec vous, dans la vie comme dans la mort, vous devez les glorifier. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne profondément, parce qu'en fait, la mère présente jamais vraiment d'excuses sur les lacunes en fait affectives qu'elle a fait subir à sa fille. Et il y a notamment un passage en fait où l'héroïne toute sa vie, chaque fois qu'elle était chez sa mère, elle entendait à minuit un hibou ululer qui je crois s'appelait Monsieur Hibou, et donc elle dit mais voilà, mais Monsieur Hibou il a eu tellement d'importance dans ma vie, c'était comme un phare dans la nuit, c'était mon repère, je savais qu'il allait toujours ululer. Et en fait elle découvre que c'est pas un vrai hibou, que en fait c'est un réveil en forme de hibou que sa mère a caché toute sa vie dans le grenier. Et en fait elle découvre une lettre de sa mère qui lui dit ah ah ben ça y est tu viens de découvrir la vérité, etc. Et à ce moment là la mère est morte. Mais donc en fait sa mère a menti toute sa vie. Alors je sais qu'on fait la même chose avec le Père Noël, je sais qu'en fait on dit aux enfants il y a un Père Noël, etc. et que en fait moi je pense que ça fait partie de l'apprentissage en fait de l'enfant de découvrir qu'en fait c'était juste un conte, et alors il est un peu saoulé contre ses parents, mais enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça fait partie de l'apprentissage, mais alors là jamais la mère en fait a dit de son vivant à sa fille ce que c'était. Elle lui met une lettre à ce moment là sous Monsieur Hibou pour lui dire bon tu viens de découvrir la vérité, puis en fait voilà, quand tu liras ça je serai au ciel, et bon, et d'une certaine manière je sais que j'ai pas été une très bonne mère, mais bon en même temps c'était comme ça, etc. En fait elle présente jamais d'excuses, et donc j'ai trouvé ça mais ultra toxique en fait. J'ai trouvé que cette mère était complètement toxique, j'ai trouvé que l'héroïne était complètement gaga devant cette mère, et que en fait enfin je sais pas, ça m'a vachement gênée, et c'est quelque chose que j'ai déjà vu en littérature japonaise dans un de mes mangas préférés qui est Le Journal de mon père de Junichiro Taniguchi, qui est vraiment une très belle histoire, sauf la morale, puisque c'est l'histoire en fait d'un jeune homme qui a grandi, en fait son père était coiffeur et son père était ultra dédié à son travail. Et en fait, plus tard, devenu adulte, il a coupé les ponts avec son père parce qu'après tout, il avait rien à partager avec lui.
Et en fait, il revient, ça fait 15 ans qu'il l'a pas vu, il va à la veillée funèbre en fait, suite à son décès, et là il rencontre plein de personnes qui en fait lui parlent de son père, et lui en même temps se remémore son enfance, donc on voit toute son enfance. On voit qu'en fait c'est un père qui était tellement obsédé par le fait de nourrir sa famille, etc., que le père n'a manifesté aucune affection pour ses enfants, et en fait c'est tellement déshumanisé qu'en fait sa femme est partie, a abandonné tout le monde en disant je supporte plus de vivre avec lui, avec cet homme qui n'a plus du tout d'amour à donner. Et en fait le jeune homme grandit avec cette lacune affective, et en fait quand il arrive à la veillée funèbre, à la fin du récit, on lui dit ah quand même ton père il t'a tout donné, il t'aimait énormément, et toi tu l'as abandonné, vraiment tu es un mauvais fils. Et donc la morale c'est ah là là, peu importe que mon père ait été mauvais avec moi, vraiment waouh c'était un héros. Bah je suis désolée, mais moi je vois pas en quoi en fait un père qui ne donne aucune affection à son enfant doit être considéré comme un héros. Je comprends le fait que voilà, il y a un moment pour faire survivre sa famille, etc. Mais ce qu'on voit c'est qu'en fait on est en train de sortir en fait, je crois dans notre société occidentale en tout cas, de cette conception du père qui en fait donne très peu d'affection et qui va peut-être éventuellement beaucoup se dédier au travail. Et maintenant les pères sont plus investis, etc. Moi je pense que c'est très bien. Après voilà, c'est un effet de société qui est en train de se mettre en place, on verra ce que ça donne, mais en fait on voit tous les désavantages que ça a. Après là moi je parle d'une société occidentale contemporaine. Le Japon c'est une autre façon de penser. Je crois que il y a moins il y a moins cette notion en fait d'affection, notamment de la part des pères envers les enfants, enfin la manifestation de l'affection est pas la même. Donc voilà, faut faire la part des choses en fait entre les différentes façons de fonctionner selon les pays. Mais moi j'avoue que c'est quelque chose qui me choque beaucoup en fait, d'avoir un discours, il me semble, dans le journal de mon père et dans le restaurant de l'amour retrouvé, de dire ah ben allez peu importe, faisons fi de tout ça et glorifions-les en fait. Enfin vraiment je trouve qu'elle est glorifiée la mère, et elle le mérite pas quoi. Enfin par rapport à ses talents de mère, elle mérite pas d'être glorifiée. Donc moi je suis toujours un peu étonnée, j'en avais discuté d'ailleurs avec Nadège qui partageait mon avis, je suis un peu étonnée quand je vois les reviews sur ce livre qui disent ah c'est un livre tout cocon, tout machin. Bon moi je trouve que oui c'est cocon, tout machin jusqu'au dernier tiers du livre, et puis après ça part complètement en cacahuète. Bon, c'est mon avis, il n'est pas partagé par tout le monde. En tout cas, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que c'est un peu une sortie de route de l'autrice, qu'après elle fait plus des fins aussi what the fuck, donc peut-être lire d'autres livres d'elle. J'avoue, j'ai envie de lire La papeterie de Tsubaki, mais ça m'a quand même beaucoup refroidi de lire ça. Et donc peut-être que je lirai La papeterie de Tsubaki, mais alors dans ces cas-là, je l'emprunterai à la bibliothèque parce qu'il est hors de question que je donne à nouveau de l'argent pour cette autrice. Voilà, je me suis sentie flouée en fait par cette lecture. Voilà, je suis virulente, je pense que vous commencez un peu à me connaître et que je suis un peu virulente quand un livre m'agace. Si vous l'avez apprécié, c'est super. Dites-moi aussi comment vous avez vécu en fait voilà, ces différentes morales, est-ce que vous les avez comprises de la même façon que moi? Ne prenez pas personnellement le fait que je n'ai pas aimé ce livre, hein, c'est aussi ma morale dans cette chaîne, c'est que ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé que vous avez pas le droit d'aimer. Mais voilà, je l'ai lu, j'ai eu cette expérience-là qui était très mauvaise, c'est un des pires livres que j'ai lu depuis le début de l'année et je suis hyper énervée contre lui. J'étais tellement énervée qu'en fait, juste après la lecture, j'ai failli juste tourner une vidéo pour en dire tout le mal que je pensais, puis je me suis dit non c'est quand même pas très bien comme façon de fonctionner et tout, ce sera sous le coup de la colère, voilà, tu vas t'énerver, puis après tu risques de porter des jugements et c'est stupide, mais en tout cas voilà, je recommande pas du tout, très très étrange, très voilà, moi ça m'a complètement interloqué comme lecture. Donc voilà, c'est dans mon palmarès des pires lectures de l'année. C'est donc Le restaurant de l'amour retrouvé d'Ogawa Ito.
Le livre suivant dont je vais parler, c'est La maison dans l'impasse de Maria Messina. C'est le roman d'une autrice italienne du début du XXe siècle qui est assez peu connue en France. Elle est née en Sicile mais elle a beaucoup vécu à Naples. Elle a écrit beaucoup de nouvelles pour lesquelles elle a été reconnue de son vivant. Elle a aussi entretenu longuement une correspondance avec Giovanni Verga, qui était le chantre du vérisme, qui est l'équivalent italien du naturalisme. Ensuite, elle a quand même un peu pris ses distances par rapport au vérisme parce qu'elle a décidé en fait de se concentrer sur des thématiques féministes, puisqu'elle évoque la situation des femmes au début du XXe siècle en Sicile, des femmes qui sont en fait étouffées par les hommes et en fait pas vraiment soutenues par les autres femmes. Elle montre que le destin des femmes à l'époque c'était se soumettre, être opprimée, être une esclave sans avoir le droit de désirer, d'avoir une vie à elle, d'avoir une pensée à elle, etc. De son vivant, elle a été, je vous disais, elle a eu du succès, mais elle a aussi été beaucoup encouragée par Giovanni Verga. Mais en fait, elle a arrêté d'écrire pour des raisons de santé vers 1928. Et en fait, à partir de ce moment-là, elle a été assez oubliée. D'autant plus que comme elle est sur une fibre plutôt sociale, c'était l'époque du fascisme en Italie, et donc le fascisme était assez peu sensible aux causes sociales. Et elle a été en fait réhabilitée plutôt dans les années 80 en Italie, et en France elle est éditée chez Actes Sud, mais je crois que les livres sont plus disponibles, et chez les éditions Cambourakis, donc c'est le cas du livre que j'ai ici. Ici c'est un de ses romans les plus connus qui raconte l'histoire de deux sœurs, Nicola et Antonietta, qui cohabitent sous le même toit et développent une haine sourde en fait l'une envers l'autre, qui empoisonne le foyer, le tout sous la férule en fait d'un maître de maison, Don Lucio, le mari d'Antonietta, qui est dominateur et tout puissant. Ça se passe au début du XXe, mais en fait il y a assez peu de marqueurs temporels, et donc on a l'impression qu'elles sont en fait confinées dans leur jus au XIXe siècle et qu'il n'y a pas vraiment d'issue en fait à leur situation. Donc vous l'aurez compris, l'atmosphère elle est hyper oppressante, très étouffante comme la situation de ces femmes. C'est des femmes qui sont assez pathétiques d'une certaine manière, parce qu'elles n'arrivent pas en fait à vraiment identifier quel est le problème, puisqu'elles ont été en fait complètement cassées par la domination de Don Lucio. Il y a une véritable chape de plomb en fait qui les empêche vraiment de respirer, de penser librement, de s'accomplir personnellement. Elle trouve en fait un peu de bonheur dans le fils d'Antonietta et donc le neveu de Nicolina qui s'appelle Alessio et qui est un jeune homme très solaire, lumineux, hypersensible, etc. Donc rien à voir avec son père. Et en fait c'est un jeune homme qui apporte beaucoup de joie au foyer, et elles ont aussi quelques petites miettes de joie que leur donne vaguement la vie. On peut même pas appeler ça des plaisirs, mais voilà, des petites choses qui les font respirer un peu de temps en temps dans leur situation qui est assez catastrophique. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'il y a une atmosphère qui est très très oppressante, qui fait que j'ai eu du mal à avoir un coup de cœur, je pense, pour ce livre. Au final, j'en ressors, je suis très contente de l'avoir lu, mais j'en garde pas énormément de souvenirs. Par contre, en l'espace de 1 ou 2 mois, c'est le deuxième livre que je lis d'une autrice italienne qui est proche du vérisme, puisque j'avais lu aussi Grazia Deledda au mois de mars. Et donc ça me donne en fait envie de découvrir un petit peu plus le vérisme, et notamment l'œuvre de Giovanni Verga, puisque c'est quelqu'un qui les a encouragées toutes les deux. Enfin, le dernier livre dont je vais parler, c'est Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie. C'est un auteur qui est né en Chine mais qui réside en France depuis les années 80. D'ailleurs dans ma vidéo La Palle de la honte, en fait j'en avais parlé comme étant une femme, mais pas du tout, c'est un homme. Et en fait je pense que je le confondais avec Shan Sa, qui était l'autrice du roman La joueuse de Go. Donc désolée pour cette erreur. En fait je pense que ici c'est un roman qui est partiellement autobiographique, ou en tout cas inspiré d'une partie de la vie de l'auteur, puisque c'est l'histoire de deux jeunes lycéens qui étaient des Ziching, j'espère que je le prononce bien. En français on dit des jeunes instruits, c'est-à-dire qu'ils ont été en fait
envoyés pour être rééduqués à la campagne pendant la révolution culturelle en Chine. Et il se trouve que l'auteur a été lui-même un Ziching. Donc pour faire un rappel historique du contexte en fait des Ziching, d'abord il y a eu le grand bond en avant qui a été mis en place par Mao Tse-tung entre 1958 et 1960. Le but c'était en fait de moderniser la société chinoise en s'appuyant sur la paysannerie, alors que les soviétiques en URSS, eux, s'étaient appuyés en fait sur les ouvriers des villes. Mais en fait, le grand bond en avant a été un échec qui a résulté en plusieurs millions de morts, une famine généralisée et un quasi-effondrement de l'économie chinoise. Et donc, pour purger le parti communiste et renforcer le maoïsme, peut-être au fond pour éviter d'avoir à rendre des comptes, je ne sais pas, Mao en fait a mis en place les gardes rouges, donc en fait c'est un endoctrinement de la jeunesse qui devait en fait abolir les symboles réactionnaires. On parle notamment des 4 vieilleries, c'est-à-dire les vieilles coutumes, les vieilles idées, les vieilles cultures et les vieilles habitudes. Ce qu'il en a résulté en fait c'est des actes de vandalisme contre le patrimoine culturel, des humiliations publiques, de la torture et des exécutions sommaires. Et comme la Chine en fait était au bord de la guerre civile, pour reprendre la main sur la situation, Mao a envoyé en fait à la campagne tous ses gardes rouges, le but étant en fait tout d'abord de découvrir les modes de vie de la campagne, de découvrir en fait un petit peu la valeur vraiment du travail, et aussi de porter la bonne parole maoïste dans les campagnes. Sauf qu'en fait sur place, ces jeunes citadins ont découvert qu'en fait au-delà de leurs rêves et des ambitions du régime, il y avait une situation qui était vraiment extrêmement complexe dans la campagne. D'abord on leur parlait de la mécanisation de la paysannerie, et en fait là-bas les gens avaient même pas de bœuf pour faire les labours, ils devaient faire les choses eux-mêmes, donc c'était vraiment le Moyen-Âge pour eux qui parlait mécanisation, etc. Ils voyaient aussi en fait que les réformes qui avaient été mises en place par Mao étaient pas très efficaces, et au contraire les paysans regrettaient d'autres politiques qui avaient été considérées comme un peu plus tièdes dans le parti communiste, mais voilà, qui étaient plus pragmatiques peut-être. Puis en plus, ils ont découvert que c'était vachement dur en fait d'être un paysan, donc voilà, c'était assez violent comme découverte. Ils se sont sentis en fait abandonnés à la campagne, ils pouvaient pas revenir librement en ville, sauf en faisant de la corruption. Et en fait, quand ils arrivaient à revenir en ville, en fait c'était des personnes qui avaient interrompu leurs études et on leur proposait en fait aucun avenir à leur retour en ville, et ils ont été victimes de discrimination sociale. Donc en fait on parle un petit peu de génération perdue, et chez les artistes on considère que c'est toute une génération qui en fait a une voix un petit peu à part. Tous ces jeunes Ziching qui correspondent en fait à peu près à la moitié des jeunes de l'époque. Par ailleurs, il faut se dire que c'est ce principe de mouvement autoritaire de la population, ça a inspiré une des pires dictatures du XXe siècle, c'est celle des Khmers rouges au Cambodge, qui ont aussi fait des mouvements de population largement inspirés du mouvement des Ziching, et ça a donné lieu à plusieurs millions de morts. En Chine, il y a beaucoup de personnes qui ont été des Ziching, c'est le cas par exemple de Xi Jinping, l'actuel président... qu'il est président de la Chine, en tout cas l'homme fort de la Chine actuellement, a été lui-même un Ziching, et il y a un musée qui lui est dédié, alors qui est complètement à sa gloire, un passage obligé du tourisme rouge en Chine, qui raconte voilà, comment son expérience en fait de vie à la campagne. Je crois qu'il a participé à la création d'un barrage hydroélectrique, il me semble. Donc en fait, moi, avant de commencer la lecture, j'ai lu des choses voilà, sur le contexte en fait, que je vous résume à gros traits. Je l'ai abordé le livre en fait de manière assez triste, en me disant oh là là mais quelle histoire dramatique, et de fait c'est quand même une histoire dramatique, et en fait même si le background est assez triste, en fait le livre s'est avéré rapidement être très drôle, parce qu'en fait ça raconte l'histoire de 2 pieds nickelés qui en fait ont été envoyés en campagne, non pas parce qu'ils étaient des gardes rouges, mais parce qu'ils étaient des enfants en fait d'ennemis du peuple, soit d'intellectuels, soit il y en a un, ses parents en fait ils étaient dentistes, donc je sais plus trop pourquoi, mais voilà, c'était des médecins, donc ils étaient pas dans le cadre quoi, et donc en fait c'est des jeunes qui ont
en fait une distance vis-à-vis de la propagande. Donc en fait ils font connaissance avec la fille d'un tailleur local, donc c'est justement la petite tailleuse chinoise, et ils mettent la main ensemble en fait sur une valise qui est pleine de livres, de grands classiques en fait de la littérature occidentale. Je pense notamment à Balzac, donc c'est voilà, c'est lui qui donne son nom au titre, mais il y a aussi Flaubert, Dostoïevski, Émilie Brontë, Charles Dickens, etc. Donc tout ça c'est des livres qui sont interdits en fait à l'époque, puisque je crois que la seule littérature possible c'est le petit livre rouge de Mao. Et donc en fait ils découvrent la vie, l'amour, la liberté en fait à travers ces lectures, et ils le font découvrir à la fille du tailleur. Le livre raconte aussi bien les tâches difficiles qu'ils doivent faire à la campagne, leurs difficultés à s'intégrer dans la société paysanne qui voit pas arriver d'un très bon œil ces jeunes citadins, toutes les combines en fait qu'ils mettent en place pour s'octroyer un petit peu de plaisir et pour échapper à la tyrannie des représentants locaux du parti communiste. Donc ils vivent en pirates en fait la jeunesse qu'on leur a volée. Donc vous l'aurez compris, c'est une ode à la liberté, à la littérature, à l'amour. Franchement c'était très sympa, j'ai été très agréablement surprise. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre qui m'a fait beaucoup rire, que j'ai trouvé très touchant. Donc je vous le conseille largement, voilà. Ça avait eu du succès je crois quand c'était sorti, ça date des années 2000. Ça avait eu plusieurs prix, et franchement je comprends pourquoi. C'est vraiment une lecture vraiment super agréable, très très sympa. Donc c'est Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie. Donc je vous rappelle les livres dont j'ai parlé dans cette vidéo. Tout d'abord, Kim Ji-young, né en 1982 de Cho Nam-joo, Je chante et la montagne danse d'Irène Sola, Le restaurant de l'amour retrouvé d'Ogawa Ito, La maison dans l'impasse de Maria Messina, Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, si vous les avez appréciés, si je vous ai donné envie de les lire. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis active, et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.